Grand amoureux de la région autant pour son paysage que pour sa créativité, il a décidé, il y a 1 an, de revenir s'y installer. Éducateur spécialisé, il est très engagé dans la cause pour la santé mentale et s'est spécialisé dans les 20 dernières années, plus précisément aux troubles psychiatriques. Artiste, original, voyageur, libre penseur, il est en constante évolution et rejette les étiquettes. Il me fait plaisir de faire la rencontre aujourd'hui à TVCO de M. Marc Laforêt. Alors bonjour M. Laforêt. Vous pouvez m'appeler Marc. Je vais essayer. Pascal, je vais vous appeler Pascal. Alors bienvenue Marc, je suis vraiment contente que vous ayez accepté l'invitation. Dans le fond, de venir nous parler de vous, puis qu'on apprenne à vous découvrir aujourd'hui dans cette émission-là. Alors, on commencerait peut-être par le début. Vous venez d'où? Bien, je suis né à Montréal. OK. En 52. De quel genre de famille? Racontez-moi c'est une un peu. famille, je suis né dans une famille vraiment typique de l'époque. C'est la création de la banlieue. J'ai grandi à Duvernay. Laval n'existait pas à l'époque. Okay. C'était à Duvernay, banlieue de Montréal. On est 4 enfants. Mon père, entrepreneur à Duvernay, c'est ça. Quand on est arrivé à Duvernay, à Laval, là, c'était des vergers de pommiers. Et puis, moi, j'ai vu naître la banlieue de consommation, centre d'achat. OK. Okay? Mon enfance, c'est la naissance de la banlieue du Québécois consommateur, pareil comme comme au Minnesota ou à Boston ou partout en Amérique, c'est des banlieues qui s'installent. Donc, quand vous arrivez là, c'est des champs, des vergers, c'est la nature. Le laitier passait avec un wagon tiré par des chevaux. Vous êtes pas Le assez vieux pour laitier ça. était tiré. Oui, puis c'était chic. M. Raymond, je m'en souviens, ma mère, il faisait des cadeaux de Noël, tu sais, au laitier. Ça veut Tu sais, dire... dans le temps, il laissait des pains. Ben là, oui, en avant de la porte. Mais ça veut dire C'était un que... peu la campagne déjà. Oui, c'est ça. On jouait dans le champ en arrière. Il y avait des terriers de renards. Il y avait des... C'est exactement ça que je me demande. Jusqu'à quand? À partir de quand, là, vos voisins se sont bien poussés? Bien là, dès 58, 57, 58, c'est le développement des banlieues et ils développent les terrains, puis on voit apparaître ça. Puis voilà. Comment votre famille vit ça? Est-ce qu'il y avait déménagé là pour avoir justement la campagne? Bien, c'était la modernité, on voyait. C'est l'après-guerre, hein, les années 50, et puis c'est des années de prospérité, et puis la valeur du dollar était intéressante après la guerre, de sorte qu'un entrepreneur self-made man comme mon père, là, qui est parti de pas grand-chose, puis qui a créé sa petite entreprise de couvre-plancher, bien, il pouvait confortablement élever ses enfants, puis il est ambitieux, puis sa business s'est bien développée, puis c'était la vie de banlieue. Puis... C'est une belle photo de famille, ça, là? Oui, on était... Vous êtes laquelle, là, dans les quatre? Je suis celui du milieu, des le garçons, deuxième, là, le OK. garçon du milieu. Vous avez l'air sage. Ah non, je ne l'étions pas. C'est ça, dites-moi que vous étiez un enfant mal commode, un joueur de tour. Bien, celui du milieu, c'est celui qui explore peut-être plus, je ne sais pas. On dit toutes sortes de choses sur l'enfant du milieu, là. Surtout que le plus vieux, il est raisonnable, c'est lui qui tu sais, c'est... Mon frère aîné, tu sais, le frère aîné, là, les parents s'exercent, ils commencent à devenir des parents avec le frère aîné, puis le deuxième sont habitués. C'est vrai. Ils sont plus exigeants vers le premier d'habitude. Puis le premier, d'ailleurs, on dit au premier, il faut que tu sois raisonnable, puis tu montres l'exemple à tes frères. Tu sais. Puis est-ce que vous Je trouvais que mon frère aîné était plus mal pris que moi. je vous comprends. Je suis l'aîné. Tu dois être responsable, Pascal. Un ange. Pour en revenir à nos moutons, donc, vous êtes 4 enfants. Oui. Vous êtes le mal commode. Ma jeune sœur, elle est adoptée. Elle est dans le pouce-pouce là-dessus. Là. Non, elle n'est pas là sur cette photo. Ah non? Ma jeune sœur, on l'a vue sur la photo précédente. Okay. Ma jeune sœur, on l'a adoptée.
Et c'était une expérience où toute la famille était impliquée et on était allé la chercher en auto avec ma grand-mère. Et puis, c'est ça. On était très contents d'avoir une nouvelle petite sœur. Un coup de cœur. Mais elle a été adoptée à quelques mois. Et puis, est-ce que vous êtes encore proche de votre famille? Est-ce que vous êtes une famille unie? Bien, on est une famille on se voit tous encore, ceux qui sont encore vivants. Mes parents sont décédés. Mais les frères et sœurs, on se voit autant qu'on peut, tu sais. OK. Ouais. Donc, une enfance heureuse, si je comprends bien. Ça, c'est 15 ans. Oui. On fait quoi à 15 ans? C'est moins heureux. OK, c'est... Qu'est-ce qui se passe à 15 ans? On sort de la grande noirceur. Ça, 15 ans, c'est en 67. C'est l'expo. Moi, je vais au collège Laval, puis je ne vais pas très bien à l'école. Par contre, je joue pour le collège. Mais... Vous jouez au hockey? On était... c'était un collège privé, puis moi, j'étais quelqu'un d'agité. Mes parents avaient de la difficulté à me contenir et aller dans un collège privé qui était centré sur le sport, c'était une bonne idée pour... Oui. Même si j'étais allé là 4 ans, j'en ai redoublé 2, tu sais. Et il y a aussi que les agressions des frères enseignants étaient nombreuses à l'époque et je suis passé dans cet ordre d'heure-là. Oh mon Dieu. Pas comme victime, tu sais. À cette époque-là, là, tu sais, Pascal, on n'en parlait pas trop. Là, je disais, hey, le frère, il a essayé de me toucher, là. Tu sais, je prends des cours de maths de rattrapage, puis il est trop collé, puis j'ai été obligé de le repousser. Le père, à cette époque-là, qui dit, bien, t'es-tu défendu? Oui, monsieur. Oui, je l'ai repoussé, puis je l'ai chicané. Bien, OK, parfait. Si tu recommences, tu me le diras. Puis ça restait là. C'était l'époque. Oui. On ne permet plus ça aujourd'hui. Non, maintenant, c'est plus aux enfants de se défendre, là. C'est aux adultes de les protéger. Donc, c'est la rébellion qui commence. J'étudie dans un collège privé et je suis en train de devenir athée. Oui. Parce que je trouve que la religion, ou en tout cas l'esprit de ce qu'on m'enseigne, ça va pas du tout. Moi, j'ai déjà commencé à écouter Bob Dylan puis Frank Zappa à 15 ans. Là. Puis je lis beaucoup de choses. Est-ce que vos parents, eux, étaient plutôt croyants? Ils étaient croyants et chrétiens. Et on dirait aujourd'hui de la bonne façon. C'est de la communauté. Tu sais, la paroisse, c'était de la communauté. Ouais. Puis moi, j'ai gardé de ça l'esprit de communauté. Ça, j'aimais ça. Il y avait le chalet paroissial à Saint-Maurice-de-Duvernay, dans le nord, puis on allait aider à construire le chalet des paroissiens, puis on était impliqués dans la paroisse, puis tout, ça créait de la... Ça, j'aimais ça, cet aspect-là. Oui, je comprends. Oui. Mais bon, l'aspect religieux a pris le bord. Et c'est toute l'époque, là, c'est pas Marc Laforêt. Puis, je tiens à le dire aujourd'hui, parler de moi et de l'époque... Je passe par moi pour parler de l'époque. Parce que, dans le fond, moi, je suis une espèce de caricature de l'époque, de mon époque. J'étais un hippie, j'ai vécu les changements, les mouvements importants de la culture, d'autant plus que j'ai toujours fonctionné dans les 2 langues bilingues. J'ai une biculturalité active. Et dès le départ, là, vous avez appris l'anglais. Dès le départ, je lis la moitié de mes livres sont encore en anglais. Je lis... vous êtes chanceux. Je lis les revues américaines, je lis le Guardian. C'est pas pour me vanter, mais c'est deux ça sources. Ça peut ouvrir bien des horizons. Bien, c'est le rock and roll aussi. On veut comprendre qu'est-ce qu'il dit Bob Dylan, mais ça vient du côté de ma mère. OK. Puis là, on finit notre secondaire. On finit le secondaire. Ça, c'est la photo de secondaire 5. Je suis juste en dehors du cadre, mais je suis content qu'on la voit parce que tous ces énergumènes-là qui ont l'air bien sages avec leur chemise blanche et leur cravate, à cette époque-là, c'était un déguisement. C'est pas comme ça qu'on s'habillait normalement. On a tous les cheveux attachés pour pas avoir l'air trop hippie. Puis on a fait une surprise. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène
qu'on a fait en surprise à notre prof, Michel Clément, OK. qu'on adorait, Ça fait qui une nous très belle initiait photo au cinéma, à l'enregistrement, au Super 8, c'est le Super 8 dans ce temps-là. Et il y a plein de gens, Michel Clément qui est ici, là. Puis j'ai plein d'amis que je connais encore aujourd'hui, Ouais, que vous je côtoyez vois, encore? qui travaillent en cinéma. Il y a des caméramans là-dedans. Je vois plein de monde qui ont fondé des affaires. Puis que, en tout cas, bref. Vous êtes en train de me dire Marc que Charlebois, vous il a une belle carrière en cinéma. Dominique Landry, c'est un journaliste à Radio-Canada. Hélène Girard, c'est une éditrice formidable. Donc, ils ont bien tourné, ce monde-là. Bien, c'est des passionnés. C'était une classe en communication. Ouais. Et c'était très effervescent. Mais c'est aussi l'époque. Tu sais, c'est pas... Il y a l'individu, mais il y a l'époque, tu sais. Oui. Mais d'après ce que je comprends, vous gardez vos amitiés longtemps. Bien, on est heureux de celles qui perdurent. Puis même si c'est plus des fréquentations régulières, mais c'est des amis pour la vie. À cause de les liens durs. Oui. Tu sais, puis je vais recroiser quelqu'un, puis c'est facile Ah oui. Quand on aime sincèrement, ça reste. L'adolescence. Oui, vous avez quel âge là-dessus? 17. 17 ans, vous jouez de la musique. Ça fait déjà quelques années que je joue de la guitare. Là, j'ai emprunté celle de mon chum. Vous êtes un bon musicien? Je suis pas un bon musicien. Je suis un musicien passionné qui joue ce qui ressent. Et je connais assez la musique pour savoir qu'il y a beaucoup de meilleurs musiciens que moi. Ouais. Mais je continue d'en faire et de jouer avec des amis. C'est quelque chose que je garde vivant. En fait, mes talents étaient limités, puis j'ai décidé de continuer à jouer. OK. Mais vous avez bien fait, hein? Donc, ça serait votre passe-temps préféré, vous diriez, la musique? C'est pas un passe-temps, je vis de musique. Ah! Je fais rien pour passer le temps, je veux le capturer. Je veux pas le passer, je veux l'arrêter. Oui! Je comprends, c'est super bien dit. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me dit hey, « c'est un beau hobby, la guitare, Marc. » Ça m'insulte, là. C'est pas un hobby. C'est quelque chose qui m'a sauvé la vie, qui m'a permis de m'exprimer depuis l'âge de 14 ans, quand mon oncle Jack m'a donné une guitare à 14 ans, parce que je jouais avec la sienne quand j'allais le visiter, puis un bonjour, il me l'a donné, puis c'était comme s'il m'avait décroché la lune. Vous avez appris par vous-même ou vous avez pris des J'apprends cours? par moi-même. Moi, j'avais des troubles d'apprentissage à l'école. Je vous ai déjà dit que Mais tantôt, vous avez dit que vous aviez doublé puis que vous étiez un peu turbulent. Ben voilà, j'étais un créatif. Aujourd'hui, on dit TDAH. Ouais. Mais je correspondais tout à fait à ça. Et c'est pour ça qu'académiquement, ça n'allait pas très bien, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des ressources qu'on a aujourd'hui. Je comprends. Ressources dont j'ai bénéficié plus tard, quand j'ai fait mon cégep à 55 ans. Vous avez fait votre cégep à 55 ans. J'ai eu droit à l'accompagnement d'une orthopédagogue et d'un psychologue qui m'ont aidé à comprendre mes troubles d'apprentissage et mon anxiété. Bien, non, ça avait commencé avant, là, mais c'est ça. Moi, j'ai fait partie d'un band là, dans le rang Sainte-Marie en haut. On s'appelait le Cœur de Pomme. On est allé à Chantaou. Est-ce que vous parlez du rang Sainte-Marie ici aux Éboulements? Oui, oui. OK. Puis, on a fait la première partie de Louise Forestier au Festival folklorique de Baie-Saint-Paul. On était un peu poche, là, mais on se donnait, tu sais. Puis, mais à cette époque-là, je me suis rendu compte que je retenais mal les paroles, je manquais les cues pour arriver à la bonne place. Je jouais, puis je devenais aussitôt exalté par... Ah oui, je comprends. Je devenais trop high en jouant. Puis Oui, vous perdiez le fil. Je perdais le fil. Et là, Marc, on va prendre une petite pause parce qu'on va... soufflé, hein? Mais, oui, je t'ai soufflé. Puis aussi, il faut aller voir l'œuvre que vous avez choisie. Donc, on va commencer par la chanson que vous avez choisie. Oui. On en reparle en revenant. Ben oui, c'est raccord.
Allez, Marc, dis-moi donc, pourquoi tu as choisi cette chanson-là? Ah, on voit plus la photo, là. Ah oui, on la voit encore. On la voit. On est là. Est-ce qu'on la voit encore à l'écran? Oui. Joni Mitchell a eu la polio quand elle était jeune. Donc, il a fallu qu'elle s'invente une façon de jouer de la guitare. Et sa main gauche ne pouvant pas faire les formations d'accords, n'ayant pas la force pour les acrobaties manuelles, elle accordait sa guitare de toutes sortes de façons. Et à travers ses premiers disques, il y a comme 23 façons différentes d'accorder sa guitare. Elle a surmonté ses limites. En créant sa propre technique. Pour inventer, et c'est la première à avoir fait ça dans le monde folk. Elle a réinventé le folk, la façon de jouer complètement. Elle a fait du jazz après ça avec Charlie Mingus. Elle était respectée de tous les musiciens, de plusieurs musiciens de jazz d'ailleurs. Alors, beaucoup d'admiration pour l'artiste. Pour sa créativité constante. Mais la chanson You Turn Me On, I'm a Radio, c'est arrivé en même temps qu'on fondait le poste de radio, qu'on partait le projet de radio. OK, oui. Donc là... Il y a un lien, là. OK, vous arrivez ici, là, dans les années 70, oui. Dans Charlevoix. Oui. Par hasard? Non. Allez, raconte. On va faire une histoire courte, mais je suis parti du nord de Montréal, Sainte-Julienne, où est-ce que j'étais sur une ferme éducative. On décide de partir explorer le Québec, puis on s'installera quelque part quand on verra une place qui a de l'allure. On s'en va vivre à la campagne. C'est le retour à la nature. Oui. C'est un mouvement socio-politique, prise de conscience, écologique. On quitte la banlieue de la consommation qu'on n'aime pas vraiment, qu'on critique, qu'on tourne en dérision. Moi, je voulais rien savoir de participer à un monde de consommateurs, de compétition, de qui a la plus belle pelouse, qui a le plus beau char. Je comprends. Ma génération, c'est pas... Tu sais, je parle pas de moi, je parle de mes chums, notre gang. Alors, si je comprends bien, c'est Yasho qui vous fait venir ici. Non, c'est le retour à la terre. Hein? Moi, je pars je suis un décrocheur qui vient de passer 1 an sur une ferme éducative à travailler avec des enfants déficients intellectuels, avec des amis. Puis, au bout d'1 an, le projet est terminé, puis on a envie d'aller découvrir le Québec. Et on est parti dans un camion, 5 personnes. Et puis, il y avait des amis qui s'en venaient à Baie-Saint-Paul. Moi, je ne connaissais pas Baie-Saint-Paul. OK, on verra. Moi, je voulais continuer la Côte-Nord, mais quand on est arrivé ici, quand on est descendu les côtes pour arriver à la brasserie de l'hôtel Baie-Saint-Paul, on a fait « wow ». Coup de cœur. Puis là, on se commande une bière à la brasserie, puis on comprenait pas l'accent. L'accent était très fort à l'époque. Hey, ils ont tout un accent ici. Wow! On découvre Charlevoix, on arrive ici. Puis, j'avais des amis qui avaient déjà l'intention de s'établir ici. Ouais. Puis, OK, c'est une maudite belle place. Donc, tu décides de t'installer ici. Ouais. Puis là, c'est Yasho, ça arrive comment, là, dans tout ça? Puis là, avant, il y a 6-7 ans de pisciculture. Ah! L'élevage de la truite dans le rang Sainte-Marie aux Éboulements avec Yves Léger. Ça, tu pars ça ou ça existait déjà? C'est l'ami Yves Léger qui s'est parti de pisciculture, qui avait commencé dans le chemin du Cap-au-Ray. Puis après ça, qui a trouvé une terre plus appropriée avec un ruisseau important dessus. Et puis, j'ai participé avec lui. On devait s'associer, en tout cas, pendant un bon 6-7 ans. Ça a été un âge d'or pour moi parce qu'on a construit la pisciculture et élevé de la truite et ça a été formidable. Ça, c'est une de tes grandes passions, je pense, hein, la pêche, la truite. Collé, c'est l'élevage de la truite, surtout à cette époque-là, c'est une espèce pas très domestiquée, c'est compliqué.
on était un peu pionniers. Il y en avait plusieurs au Québec. On se rencontrait, on se donnait des conseils, il y avait des formations. On étudiait du mieux qu'on peut. On appelait des biologistes. Puis ça a été formidable. J'ai des souvenirs. C'est un âge d'or parce que quand tu es dans la nature puis tu fais de l'élevage de truites, bien, c'est des saisons. On connaît tout ce qui pousse autour, tous les poissons, tous les oiseaux. Bref, les guides d'identification. Donc là... On les a usés à cette époque-là. Tantôt, tu as parlé d'un bend dans le rang Sainte-Marie. Là, tu me parles d'une pisciculture dans le rang Sainte-Marie. Donc, je comprends que tu t'es créé comme point d'ancrage le rang Sainte-Marie. Oui, au coin du lac qui va à Saint-Hilarion. Oui. Dans la maison que mon cousin a acheté, Mario. Là. Oui, tout à fait. Salut, Mario. Je connais Mario et je connais la maison. Et puis, là, Yachaux, ça arrive comment, là? Bon, là, la pisciculture, on prend des coups durs, il y a des maladies, on perd, en tout cas, c'est très difficile à rentabiliser. Et, ça ne pourra pas subvenir, ça ne pourrait pas être mon gagne-pain, finalement, je comprends ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Et moi, je mets déjà de la musique aux belles plages, je suis passionné de musique. Quand on va à Montréal, c'est pour rapporter des albums, des disques qu'on va mettre... on est DJ aux belles plages, moi et mes chums, à l'hôtel Belle Plage. On fait danser la faune locale. On est bien fiers de ça. C'est une très belle époque. Et... excusez, il y a plein de réminiscences qui me viennent, qui font distraction. Et puis là, comment on pense à ça, là, construire une radio? Bien, on aime faire écouter de la musique. Notre activité sociale, c'est entre nous, c'est d'écouter. Hey, t'as-tu entendu le dernier? Le dernier album. Le dernier des Stones, as-tu entendu le dernier tout ce qui sortait, le dernier Dylan, le dernier Joni Mitchell, ou dans le jazz, Miles Davis, t'as entendu ça? Bitches Brew, wow! Puis Zappa. On veut... Puis là, un des plaisirs de la vie entre nous, et ça, c'est commun à tu sais, c'est pas Marc Laforêt, c'est la génération... la culture vivante de l'époque, c'était les albums et la radio, et quelques postes de radio qui mettaient de la musique, si tu veux... un peu plus alternative, un peu plus... La musique actuelle, la musique qui était importante d'entendre, elle ne jouait pas en radio. Puis ça faisait déjà plusieurs années qu'on était pris avec CHGB. Et puis flash un soir, pourquoi? On a rencontré des amis qui travaillent dans des postes de radio communautaire déjà établis. C'est l'établissement des postes de radio communautaire. Dans ces années-là, fin 70, on en a établi au Québec 26, 23, j'oublie le chiffre. Tous les chiffres que je vais dire, là, sont probablement incorrects. Mais il y a un programme au ministère des Communications du Québec pour développer ça. À l'époque, on aimait ça développer. Je veux dire, il fallait que ça parte de la communauté, il fallait prouver qu'il y a un besoin. Bien là, le besoin était criant. On n'avait pas de radio dans Charlevoix. Et ça n'a pas pris bien des études pour comprendre que tous les commerçants de Charlevoix achetaient leur publicité sur la Rive-Sud. Puis ça faisait vivre un poste ici. Et pourquoi qu'on s'en fait pas une? Puis je rencontre du monde, puis là, je décide de partir ça, puis j'ai des amis, je suis appuyé par des amis autour de moi. Marc, on part ça, c'est une maudite bonne idée, on va s'impliquer là-dedans. Et puis, je suis à l'origine de la fondation de la corporation. Est-ce que vous l'avez animé, cette radio-là? J'ai fait quelques... Non, ça, c'est une autre histoire. On y reviendra. Moi, j'ai présenté toutes les demandes de subventions avec les amis. Tu sais, les réunions qu'on se faisait d'abord pour créer la corporation. Pour créer une corporation sans but lucratif, ça prend quand même une démarche où est-ce qu'il faut impliquer les gens de toutes les communautés autour de nous. Alors, moi...
c'est le travail que j'ai beaucoup aimé. J'ai parcouru 33 associations de Charlevoix, les chambres de commerce, les fermières, les conseils municipaux. J'ai passé partout pour expliquer le projet de radio, que ça serait bien qu'on dépense nos sous dans Charlevoix pour avoir notre propre radio. Et c'est pour ça qu'on demandait un permis de premier service. À l'époque, c'était un permis commercial qui nous permettrait de payer des meilleurs salaires, ou en tout cas d'assurer une meilleure continuité. Puis là, après la radio, vous faites quoi? Après la radio? Bien, c'est que là, c'est quand j'ai voulu faire de la radio que j'ai pris conscience de mes limites sur le plan de... Mais je suis rattrapé par mes troubles d'apprentissage et qui, en gros, un problème d'anxiété, des troubles de panique. Et ça me rendait malade de préparer une émission. Et je comprenais... À l'époque, on savait pas ce qu'on sait aujourd'hui. Les notions que tout le monde possède aujourd'hui sur l'anxiété, comment se gérer, comment des trucs, juste de nommer la chose. C'était pas nommé à l'époque. Ouais. Et bon, il a fallu que j'ai pris ça comme une défaite personnelle. Je pouvais pas aller accomplir mon rêve de faire de la radio. Ouais. Ça a été très difficile pour moi. OK. Et bon, de fil en aiguille, en même temps, j'étais capable de faire des représentations devant des salles, devant des gens. J'aimais mon rôle de communicateur, mon rôle de... On créait de la communauté, on rassemblait des gens. Donc, vous êtes resté dans les communications suite à ça. Oui, je suis resté dans les communications. Et j'ai obtenu des contrats à Montréal, à Québec, à Montréal. Et ce qui m'a amené à Montréal à travailler en publicité pour la circulaire de Provigo. OK. Vous faisiez quoi? Pas les photos, pas... La circulaire en 1986. Bon, moi, j'ai laissé les amis derrière. Oui. On a le permis, sont aux prises avec les études d'ingénierie. Mon Dieu, ils ont travaillé comme... Il y a eu des fausses routes, il y a eu des choix que... Bon, ça finit par se régler. Et moi, j'étais très triste je ne me sentais pas à la hauteur de contribuer à l'arrivée du poste. Ah oui. Il a fallu que je soigne, et c'est ce que j'ai fait à Montréal. Je me suis soigné. Je me suis soigné. J'avais des troubles. J'avais des épisodes dépressifs très importants et je me suis intéressé très sérieusement à ma santé mentale. Oui, bien, là, on va devoir prendre la pause pour aller voir l'œuvre d'art, dans le fond, que vous avez choisie. Ah oui. Puis on va parler de cette période-là, là, juste en revenant. OK? Oui, certainement. Alors, Marc, Eldorado, pourquoi? Qu'est-ce que ce film-là représente pour toi? Bien, c'est l'œuvre que j'ai choisie parce que j'y ai participé. Ah! Charles Binamé, qui est un ami, m'a fait confiance. Il a fait confiance à mes instincts de la rue, ma capacité d'entrer en lien facilement avec les gens, parce que c'était un tournage qu'on dit en situation réelle. On tournait partout à Montréal, des scènes pour l'essentiel improvisées, puis même qu'on en improvisait des nouvelles. Alors, j'étais responsable des figurants que je recrutais sur le champ en situation réelle pour faire participer au film tous les figurants. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis j'ai figuré dans le film. Bref, j'ai participé au tournage et c'était
les années 80, c'était des années difficiles, il y a eu des crises économiques. L'air du temps est au punk, l'air du temps est à la colère des gens allumés qui se rendent compte que le politique, il ne s'occupe pas des bonnes affaires. Là, on est tellement dans le sujet. Tantôt, on a quitté quand vous avez dit que vous êtes retourné à Montréal vous soigner. Oui. Puis là, vous parlez de l'air du temps. Je suis encore en train de me soigner pendant ce temps-là. C'est ça, on est dans les mêmes époques. Oui, oui. Et c'est une chance, c'est un cadeau de la vie. Parfois, la vie, tu sais, je me suis retrouvé, je voulais pas faire une carrière en cinéma, et puis j'ai eu des opportunités, j'ai des amis qui travaillaient, et puis tu serais capable de faire ça, Marc, tu vas être bon là-dedans, OK. Là, on parle-tu d'éducateur spécialisé, comme Non, j'ai pas dit dans encore. l'introduction? Je suis pas encore dans la santé mentale. OK. Non, mais je souffre. Je souffre beaucoup, je consomme trop. Comme tout le monde dans les années 80, on a expérimenté avec certaines drogues que la plupart des gens mettaient de côté en se rendant compte que non, ça aide pas, tu sais. Clairement. Je parle surtout des années de cocaïne, là. Je vais faire rire bien des amis des années 80. Donc, vous avez eu des années rock'n'roll, là. Il y avait tellement de poudre qu'on n'avait pas la peau luisante. Bien mat. Non, je rigole, mais tout le monde est un peu... Bien, beaucoup de monde sont passés par là, à cette époque-là. Mais moi, c'est ça, il a fallu que ça n'a pas été un problème majeur, mais j'ai goûté assez pour comprendre le danger et l'importance de gérer ses consommations. Oui. Donc, dans le se soigner à Montréal, ça, c'est pas la partie qui était soignante. C'est Montréal, pour moi, c'est la découverte du Montréal artistique, les musées, mes amis cinéastes. J'ai travaillé sur différents tournages. Marguerite Volant, la série. Oui. Mais à côté de ça, je suis pas bien, j'étudie, je lis tout ce que je peux trouver sur la santé mentale, les psychothérapies. C'est la mode des psychothérapies. Les années 80, il en sort une par 2 mois, l'approche de ceci, l'approche de cela. Et c'est pour ça. J'étais déjà assez critique des recettes, là, tu sais. C'est pas des recettes qui font qu'on va aller mieux, là, tu sais. Oui. C'est pour ça que vous avez décidé de travailler avec cette clientèle-là? Oui, parce que le travail dans les médias ne me satisfaisait pas. Ça répondait... D'abord, je savais pas les aptitudes requises. J'avais pas une attirance. J'ai fait un croche, comme beaucoup de mes aventures de travail. Je passais par là pour me rendre compte qu'ils sont meilleurs que moi là-dedans, eux autres. Oui. Tout en expérimentant les choses. On se réinvente constamment. Tout à fait. Donc, tantôt, c'est ça, dans mon intro, je dis que vous êtes éducateur spécialisé, mais je dis que dans les 20 dernières années, vous vous êtes beaucoup penché là, sur les troubles c'est à partir de psychotiques. 98. À partir de 98. 96-97, je passe 2 ans à Paris. OK. Je passe 2 ans à Paris. Je suis invité par des amis pour les aider à s'installer, à rénover un appartement. Puis, ils m'achètent un billet de 3 semaines, puis ils me payent pour les travaux. Puis, au bout de 3 semaines, ben, j'ai rencontré des entrepreneurs qui aiment le Québec, puis qui me disent « Hey, Marc, si tu restes, on va te donner de l'ouvrage. » Puis, OK, je déchire mon billet de retour, puis je reste à Paris. Saut dans le vide, encore une fois. OK. Réinvention de Marc Laforêt. Oui. Qui voyage, et qui lit énormément, qui écrit. Mes héros, c'est des écrivains jeunes. Kerouac, Henry Miller, John Steinbeck, c'est la route, c'est le voyage. Les voyageurs, c'est le citoyen universel.
on idéalise l'ouverture sur le monde, on veut découvrir, tu sais. Mhm. Et moi, bon, n'étant pas homme de carrière dans rien, donc je voyage en travaillant. J'ai fait plusieurs aventures de voyage comme ça. Oui, je comprends. Et puis, qu'est-ce qui vous ramène à Montréal ou à Baie-Saint-Paul? Bien, je reviens, parce qu'au bout de 20 mois, il est temps que je revienne chez moi. C'est assez. Tu sais, j'ai parcouru la France, j'ai vécu à Paris. Je suis en pleine forme, je suis prêt à me réinventer dans d'autres choses parce que la rénovation au noir et clandestin, c'est bien romantique, mais bon, l'aventure était consommée. Je comprends, je comprends. Donc, je suis revenu et puis, période de réflexion, je prends 3 mois, puis je décide qu'est-ce que je fais avec le reste de ma vie. Mais là, pendant 3 mois, j'essaie toutes sortes d'affaires. Et c'est là que j'ai décidé d'aller faire du bénévolat Suicide Action. Ah. Et j'avais un appel pour ça parce que moi, j'ai perdu dans la vingtaine 2 amis proches par suicide que je n'ai pas accepté. Et c'est des personnes qui avaient eu des diagnostics de schizophrénie. Et c'est quelque chose que j'avais sur le cœur, puis que je voulais comprendre. Je voulais comprendre. Okay. Je voulais aller voir, je voulais étudier. Et puis, j'ai commencé à travailler à partir de là comme intervenant auprès des jeunes de la rue, puis petit à petit en santé mentale auprès de personnes qui avaient les caractéristiques de mes amis disparus. Alors, ça m'a fait plaisir. Ça me donnait un sens à mes efforts. Ouais, je comprends. Est-ce que vous avez réussi à comprendre? Oui, bien comprendre. Je comprends énormément de choses. Je comprends, oui, ça m'a rendu extrêmement critique, mais extrêmement ouvert en même temps. Sur la surmédicalisation en psychiatrie, sur l'aberration que constituent les urgences psychiatriques, où est-ce qu'on cause environ 7-8 fois sur 10, on cause un autre trauma à la personne qui est en état psychotique en l'enfermant et en ne lui procurant pas un milieu de désescalade et de calme et de bienveillance. L'urgence psychiatrique est un milieu de contrôle, où est-ce qu'on peut te forcer légalement à prendre des médicaments. Et c'est pour ça que j'ai travaillé dans le milieu communautaire, dans le milieu de l'hébergement, dans le milieu des centres de jour pour des personnes qui sont rendues vulnérables par des états psychotiques. Donc, vous les avez accompagnés. Et ces dernières années, je suis de très près un mouvement extrêmement intéressant qui s'appelle les entendeurs de voix. C'est une approche qui est comme pas juste au Québec. Là. À Québec, même, c'est très actif. Il y a des organisations communautaires. C'est une approche où est-ce qu'on ne considère pas les voix comme étant une maladie. C'est pas d'entendre des voix, la maladie. C'est d'être déconnecté des voix. C'est d'être sous le joug des voix. C'est que la vie soit contrôlée par tes manifestations. Ça c'est un trouble d'adaptation sévère. C'est un état de crise. Mais entendre des voix, ça existe dans la nature humaine. Et puis, on lève le voile sur ça aujourd'hui. David Bowie entendait des voix. Paul McCartney, il a avoué en entrevue qu'il entendait des voix à certains moments. Plusieurs grands artistes, Samuel Beckett, des écrivains. On parle même de Shakespeare, en tout cas. C'est une espèce de... Il y a un poster dans les organismes, tout le monde qui entend des voix. Et on normalise de telle sorte que la psychiatrie ne sert pas à éteindre les voix. La médication, la surmédication qu'on cherche, on essaie de... Bon, aujourd'hui, la psychiatrie, de plus en plus, comprend mieux ça. J'ai des amis psychiatres qui
qui font du bon travail, mais c'est pas dans la surmédicalisation. Et on a une nouvelle compréhension des symptômes et de l'hypersensibilité des personnes qui entendent des voix ou qui ont des manifestations. OK. Et là... Moi, j'entends pas des voix, j'entends de la musique. Ben, c'est beau, ça. Et puis, qu'est-ce qui vous ramène à Baie-Saint-Paul depuis 1 an? C'est que l'âge, Oui. l'étape de vie, mais c'est aussi que à Montréal, où est-ce que je vivais avec ma compagne, avec qui je suis toujours, la belle Paulette. C'est elle, ça? Oui. Donc, vous avez une grande histoire d'amour, si je comprends bien. Ah oui, ça fait 28 ans là, qu'elle vous accompagne. Qu'on a hâte de se voir quand on se retrouve. Pandémie, j'avais des projets dans le milieu psychiatrique pour ma retraite, mais ça n'a pas marché. Les subventions, les gouvernements, autant les caquistes que les libéraux, ont déshabillé les organismes communautaires financièrement. Et bon, moi, je voulais créer des ateliers d'expression musicale pour ces personnes-là, puis j'ai pas trouvé d'argent pendant 2 ans. Alors, j'ai décidé de faire autre chose, puis d'arrêter d'être déçu de notre négligence sociale. Et c'est lors d'un séjour où est-ce que je suis toujours revenu régulièrement à Baie-Saint-Paul qu'il y avait une opportunité à l'Auberge des Balcons. Alors, j'ai commencé par faire d'être volontaire au ménage, l'aide au ménage à raison de 14 heures par semaine pour payer mon hébergement. Puis, au bout de quelques mois, on m'a proposé un poste que je ne pouvais pas refuser parce que j'étais tellement heureux dans l'environnement, puis de retrouver les copains. Puis, donc, vous ne regrettez pas, vous êtes content d'être ici? Bien, ça faisait au moins 10 ans que vous y pensiez. Que j'y pensais, puis qu'un jour... bon, tu sais. Donc... ayant parcouru le Québec un peu tout partout, c'est ça. Je savais où revenir. Et c'est une place... Bien, à Baie-Saint-Paul, je retrouve l'esprit de communauté autour de l'auberge, de la maison mère, vous autres. Je comprends. Et c'est un lieu d'expression ouvert où je suis heureux. Oui, vous faites de belles rencontres, certainement. Puis là, ben... J'aurais 2-3 questions pour terminer tout ça. Il reste du temps. J'aimerais savoir, c'est quoi votre plus grande fierté? Qu'est-ce que vous avez réalisé là, qui vous rend le plus fier? J'ai cessé de me déprécier, j'ai cessé de me juger, j'ai cessé de me critiquer et j'ai fini par m'accorder une certaine liberté de créer, de m'assumer ma part d'artiste. J'ai une vie plus saine et puis je suis encore capable de créer de la communauté autour de moi, de participer à ça. C'est une super de belle réalisation, vous avez raison. C'est pas une réalisation, mais on parle d'être plus que d'avoir. Ouais. Je suis pas mal plus dans l'être que l'avoir. Puis, est-ce que Marc Laforêt, il y a encore un rêve, là, quelque chose qu'il aimerait tellement voir ou réaliser? Là? Oh! Oui, que l'auberge finisse par déménager, puis qu'on aille le bistrot, puis... Ah, ça s'en vient, ça s'en vient! Qu'on aille la salle de spectacle ici. Oui. Ça, je pense que c'est un rêve que je partage avec les gens de l'auberge. Et... ça devrait avoir lieu dans moins d'1 an, là. Et puis d'animer la salle de spectacle avec les artistes émergents qui y passent, puis m'occuper de la scène, tu sais, donner de l'accueil aux artistes, être auprès des gens allumés, vivants. Oui. On voit que vous avez encore la flamme. Dernière question, on arrête ça là après. Est-ce que la vie vous a donné une leçon? Est-ce qu'il y a un message, quelque chose que vous aimeriez qu'on se souvienne?
j'aime pas ça, les leçons, tu sais. Mais c'est une bonne question quand même. On apprend, j'apprends tous les jours. Je suis dans... Il y en a qui cultivent une certaine spiritualité. Moi, je cultive un état d'être en apprentissage. C'est pas que ce que je sais qui est important, c'est que ce que je peux découvrir chaque jour. Faire wow! Oh, wow! M'intéresser à quelqu'un que je connais pas, découvrir une nouvelle musique, découvrir. Être auprès des créatifs autour de moi, des personnes qui se donnent dans ce qu'ils font. Oui. Tu sais, ça peut être autant en cuisine qu'à la pêche ou qu'en agriculture. Oui, garder une espèce d'épanouissement ou d'admiration devant... La présence. Oui. La présence. Ça dure longtemps, la présence. Faut protéger sa présence. Alors, on va terminer là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Marc. Ça m'a fait plaisir.